Venez chez moi, j'ai des bouquins formidables. D'accord, je m'habille, je reviens tout de suite. Je vais vous raconter une histoire pas banale. J'allais vous le demander. C'est un bon livre. Très mauvais, quelle importance. Madame, le droit de navigation sur le Yangtze-Kiang vous est formellement reconnu par la Convention du 3 août 1885. Contesteriez-vous la chose? Modeste, donc vraiment intelligent. Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio. Bande de feignants! La guerre de Troie n'aura pas lieu de Jean Giraudoux. Quel est cet étranger? Cet étranger est le plus grand expert vivant du droit des peuples. Notre chance veut qu'il soit de passage dans Troie aujourd'hui. Tu ne diras pas que son avis est partial, c'est un neutre. Et notre Sénat se range à son avis, qui sera demain celui de toutes les nations. Et quel est ton avis? Mon avis, prince, est que les Grecs, après constat de visu et enquête subséquente, se sont montrés vis-à-vis de 3 coupables de 3 manquements aux règles internationales. Alors leur permettre de débarquer serait vous retirer cette qualité d'offensé qui vous vaudra dans la suite de conflits la sympathie universelle. Explique-toi. Voilà, premièrement, les Grecs, en entrant dans votre port, ont hissé leur voile au ramas. Au ramas? Ils n'ont des poutières, princes et chers collègues. Un navire de guerre qui hisse sa flamme au ramas, c'est dans le seul cas de salut d'un bateau chargé de bœufs. Devant une ville et sa population, c'est petit même de l'insulte. Oui. Et nous avons un précédent. L'année dernière, les Grecs, en entrant dans le port d'Ophéa, ont hissé leur flamme au ramas. La réponse a été cinglante. Ophéa a déclaré la guerre. Et qu'est-il arrivé? Elle a perdu. Il ne reste plus d'Ophéa ni d'Ophéen. Parfait. Mais l'anéantissement d'une nation ne modifie en rien sa position morale internationale. Continue. Alors, deuxièmement, les Grecs, en entrant dans vos eaux internationales, ont adopté la formation dite de face. Il avait été question au dernier congrès d'inscrire cette formation dans le paragraphe des mesures dites défensives-offensives. Et j'étais assez heureux pour qu'on lui restaure sa qualité de mesure dite offensive-défensive. C'est donc bel et bien une forme larvée du blocus qui elle-même est une forme larvée du front de mer. C'est un manquement au premier degré. Très bien. Et nous avons encore une fois un précédent. Il y a 5 ans, les Grecs, en adoptant la formation de face dans le port de Magnésie, ont déclaré la guerre. Magnésie aussi. Et elle l'a gagné? Non, elle a perdu, Hector. Il ne s'utilise plus une de ses pierres. Mais il s'utilise mon paragraphe. Je te félicite, nous avons eu peur. Achille! Le 3e manquement est moins grave. Une des trirèmes grecques a accosté par trahison et surtout sans autorisation. Alors, son chef, Oyax, le plus brutal et le plus mauvais coucheur des Grecs, monte vers la ville en criant qu'il veut tuer Paris. Mais bon, du point de vue des règles internationales, c'est un manquement qui n'est pas valable. Il n'a pas été fait dans les règles. Voilà renseigné, Hector. La situation a 2 issues. Encaisser un outrage ou le rendre. Choisis. Olia! Pour devant d'Oyax, arrange-toi pour le rabattre ici. Je l'y attends. Tu me feras le plaisir de rester au palais jusqu'à ce que je t'appelle. Quant à toi, Busiris, apprends que notre ville n'entend d'aucune façon avoir été insultée par les Grecs. Ah mais je n'en suis pas surpris. Oui. Sa fierté d'ennemi est légendaire. Tu vas donc, et sur le champ, me trouver une thèse qui permette à notre Sénat de dire qu'il n'y a pas eu de manquement de la part des Grecs, et à nous, Hermines Immaculées, de les recevoir en hôte. Mais c'est contre les faits, Hector. Mais cette plaisanterie. Mon cher Busiris,
nous savons tous deux, et tous ici, que le droit est la plus puissante des écoles de l'imagination. Jamais poète n'a interprété la nature plus librement qu'un juriste la réalité. Mais le Sénat m'a demandé une consultation, je la donne. Je te demande, moi, une interprétation. C'est plus juridique encore. C'est contre ma conscience. Et ta conscience a vu périr. Au fer, périr Magnésie. Et elle envisage d'un cœur léger la perte de Troie. Mais oui, il est de Syracuse. Je t'en supplie, Busiris. Il y va de la vie de deux peuples. Aide-nous. Je ne vous peux qu'une aide. La vérité. Justement, prouve une vérité qui nous sauve. Si le droit n'est pas l'armuré des innocents, à quoi sert-il? Forge-nous une vérité. D'ailleurs, c'est très simple. Si tu ne la trouves pas, nous te gardons ici, tant que durera la guerre. Mais non. Non. Tu abuses de ton rang, Hector. On emprisonne le droit pendant la guerre, on peut bien emprisonner le juriste. Tiens le doigt pour dit, Busiris. Je n'ai jamais manqué ni à mes menaces, ni à mes promesses. Ou ces gardes te mènent en prison pour des années, ou tu pars ce soir même couvert d'or. Ainsi renseigné, soumets de nouveau la question à ton examen le plus impartial. Couverteur. Bon bah évidemment il y a recours. J'en étais sûr. Dans le cas du premier manquement, ne peut-on dire dans le cas de mer bordée de régions fertiles que le salut aux bateaux chargés de bœufs est en fait un hommage de la marine à l'agriculture? En effet, Ouais. c'est logique. Ce serait en somme le salut de la mer à la terre. Oui, et d'autant plus que chaque bateau chargé de bétail peut être un bateau chargé de taureaux. Et dans ce cas-là, l'hommage touche même à la flatterie. Voilà, tu m'as compris. Nous y sommes. Et quant à la formation de face, nous pouvons la considérer plus comme une avance que comme une confrontation. Tiens, une femme qui va avoir des enfants se présente de face et non de flanc. Ouais. Mais d'autant plus que les Grecs ont à leur proue des nains sculptés gigantesques. Bah, il permet de dire que le fait de présenter aux Troyens non pas le bateau comme unité navale, mais la nymphe comme symbole fécondant est plus une invitation Oh oui. qu'une confrontation. Une femme nue, les bras grands ouverts, est plus une offre qu'une menace. Bon, une offre à causer. Et voilà notre honneur sauve, Démocos. Que l'on publie dans la ville la consultation de Busiris. Voilà bien l'extrait de la pièce de Giraudoux, le plus connu des juristes. Pensez donc, le droit, matière à imagination, le juriste, un poète en herbe. Et cela ne coule pas de source lorsque l'on arpente les bancs de la fac, dans les premières années d'un apprentissage, le plus souvent par cœur et sans vraiment d'âme, mais avec beaucoup de sueur. En 1935, Jean Giraudoux publie « La guerre de Troie n'aura pas lieu », pièce de théâtre montée la même année en 2 actes qui interprète l'histoire mythique de la guerre de Troie, basée sur les récits d'Homère, en particulier l'Iliade. L'histoire se déroule à Troie, une cité sous la menace d'une guerre imminente avec les Grecs. Le personnage principal de la pièce est bien Hector, le prince troyen, et sa femme, Andromaque. Hector est un pacifiste convaincu et tente par tous les moyens d'éviter la guerre. Il croit que la guerre n'est pas inévitable et qu'il est possible de trouver une solution diplomatique. La pièce met en scène les efforts d'Hector pour empêcher la guerre en négociant avec les Grecs, en discutant avec son frère Paris, qui a enlevé Hélène, la femme du roi grec Ménélas, déclenchant ainsi le conflit, et en tentant de convaincre les Troyens de la futilité de la guerre. Cependant, malgré ces efforts et l'aide ou à cause du droit, nous y reviendrons, la guerre se prépare inévitablement.
La pièce culmine avec le célèbre discours d'Hector, où il proclame que la guerre de Troie n'aura pas lieu, mais ces paroles tombent dans l'oreille d'un public sourd à la paix, et la guerre éclate. La guerre de Troie n'aura pas lieu est donc une pièce qui explore les thèmes tels que la futilité de la guerre, la diplomatie et la tragédie humaine. Elle remet en question la notion de destin et pose la question de savoir si le conflit peut être évité lorsque les forces de la passion, de la fierté et de l'honneur sont en jeu. C'est une réinterprétation de la légende de Troie qui est offerte en perspective intéressante sur les motivations et les actions des personnages mythiques de l'Iliade. Alors, comme de nombreuses œuvres classiques, c'est bien là le cœur de notre émission depuis 5 ans, il y a dans cette pièce une approche juridique et des questions de droit qui sont abordées. Cependant, avouons-le, elles ne sont pas le thème central de la pièce, mais elles contribuent à l'exploration des thèmes plus larges tels que la diplomatie, la guerre, la paix et la nature humaine. L'enlèvement d'Hélène, il est au cœur du conflit entre les Grecs et les Troyens. Et sur le plan juridique, cet enlèvement est une violation de la propriété de Ménélas, le mari légitime d'Hélène. Alors les oreilles des féministes saignent, mais rappelons-nous que la femme est totalement sous domination matrimoniale dans la Grèce antique. Cela soulève des questions de droit concernant la restitution de la propriété et les conséquences légales de l'enlèvement. Sur la diplomatie, qui est au cœur du drame, Hector, le personnage principal de la pièce, tente de résoudre le conflit de manière pacifique, en négociant avec les Grecs. Cette diplomatie est un instrument juridique qui vise à prévenir les conflits par des moyens légaux et diplomatiques. Cependant, la diplomatie échoue dans la pièce, mettant en évidence les limites du droit en temps de guerre. La pièce explore également la question de la justice et de la morale. Les personnages se posent des questions sur la moralité de leurs actes, y compris l'enlèvement d'Hélène. Le droit et la morale entrent en conflit, car certains personnages se demandent si le droit justifie leurs actions. La pièce soulève aussi la question de savoir si la guerre est légitime, en particulier lorsque les motivations sont floues ou contestées. Hector tente de convaincre les Troyens que la guerre n'est pas justifiée et que les motifs pour lesquels ils se battent ne sont pas vraiment clairs. Et bien que la pièce n'ait pas pour objectif principal d'explorer le droit en profondeur, elle offre néanmoins une réflexion intéressante sur la manière dont le droit, la justice et la morale s'entrecroisent dans un contexte de conflit, tout en mettant en évidence les limites de la diplomatie face à la nature humaine et à la passion. Pour autant, l'extrait de la scène 5 de l'acte 2 que nous avons évoqué en début d'émission revêt bien un intérêt juridique majeur pour qui comprend entre les lignes. Lorsque Hector dit en creux de l'oreille de Busiris « Mon cher Busiris, nous savons tous ici que le droit est la plus puissante des écoles de l'imagination. Jamais poète n'a interprété la nature aussi librement qu'un juriste la réalité. » Le fils de Priam fait écho ni plus ni moins qu'au principe de la qualification juridique des faits. En droit, c'est l'interprétation de la réalité au regard de la règle de droit qui emporte sa qualification juridique, d'où l'imagination du juriste, d'où la créativité quasi poétique du magistrat, comme de la doctrine. Cette réflexion du prince troyen est une réflexion intéressante sur la façon dont le droit peut être une discipline qui fait appel à l'imagination de manière puissante et créative. Elle évoque la relation entre le droit et l'interprétation de la réalité, tout en comparant les juristes aux poètes en termes d'expression créative. Vous avez une interprétation très personnelle du devoir civique, monsieur l'inspecteur. Je ne me souviens plus qui a dit... Il faut dire que vous ne vous souvenez pas de grand-chose. Pour Hector, le droit est une discipline qui permet aux praticiens du droit, juristes, avocats, juges, d'utiliser leur imagination de manière significative, contrairement à l'idée préconçue selon laquelle le droit est strictement basé sur des règles et des faits concrets. Cette citation soutient que le droit implique une certaine créativité dans l'interprétation et l'application des lois donc. L'idée centrale, c'est que dans les faits, le juriste est souvent confronté à la tâche d'interpréter la réalité telle qu'elle est définie par les lois et les règles juridiques. Et cette interprétation de la réalité peut être sujette à des divergences d'opinion et nécessiter une réflexion créative pour résoudre des problèmes complexes. Hector compare donc les juristes aux poètes pour mettre en évidence la créativité inhérente au droit. Il suggère que tout comme les poètes interprètent la nature et le monde de manière libre et imaginative, à travers leurs œuvres, les juristes interprètent la réalité juridique de manière tout aussi libre et imaginative à travers leur travail. Cette comparaison souligne la capacité des juristes à trouver des solutions originales et à avoir, au-delà,
des aspects superficiels des cas juridiques. En somme, cette citation célèbre met en avant l'idée que le droit n'est pas simplement une discipline rigide et technique, mais qu'il peut être un terrain fertile pour l'imagination et la créativité, en particulier lorsqu'il s'agit d'interpréter et d'appliquer les lois à des situations réelles et complexes. Elle montre comment les juristes ont la capacité de façonner la réalité juridique en utilisant leur imagination pour résoudre des problèmes juridiques et atteindre des objectifs de justice. Pourtant, tout juriste a appris qu'un même fait, autrement qualifié, ne saurait entraîner une double déclaration de culpabilité. C'est en ces termes que la jurisprudence affirme depuis presque un siècle le principe d'unicité de la qualification des faits en matière pénale. Il en résulte une règle presque unanimement admise, imposant, lorsqu'un même fait est susceptible d'être qualifié pénalement à plus d'un titre, d'opérer un choix entre les différentes qualifications en concours. Ce ne sera par suite qu'exceptionnellement qu'un même fait pourra se voir appliquer plusieurs qualifications et son auteur être déclaré coupable sur autant de fondements différents, comme nous le rappelle Paul Casalbou dans Retour critique sur le principe d'unicité de la qualification des faits en droit pénal, publié aux éditions Dalloz en 2018. Alors, quid de la qualification juridique des faits? Est-elle si poétique que cela? On sait que le raisonnement juridique repose sur la qualification des faits. Celle-ci consiste à associer une situation factuelle à une catégorie juridique afin de lui appliquer le régime juridique correspondant. Il n'y a qu'à lire Guestin, Cornu ou Bergel pour cela. Pour Jean Rivero, la catégorie est une zone de passage. Elle met le fait et le droit en communication. Philippe Gesatz décrit à son tour la qualification comme une plaque tournante. Il écrit « En théorie, mais en pratique aussi dans nombre de cas, rendre le jugement n'a rien de bien difficile dès lors que les faits ont été correctement qualifiés. Car il suffit de déclencher l'application de la loi comme on presserait sur un bouton. » Cela témoigne de l'importance que revêt la qualification dans le raisonnement juridique. À notre avis, la qualification doit être distinguée de l'interprétation et de la subsomption. Par ailleurs, la qualification tantôt implicite et tantôt explicite, écrivent Michel Cumine et Frédéric Gosselin dans les catégories juridiques et la qualification, une approche cognitive en 2016. Et pour Bérénice de Berthier-Lestrade, dans La frontière entre l'acte juridique et le fait juridique, dans les affres de la qualification juridique, qui était un colloque donné à l'université de Toulouse, la qualification pénètre le droit tout entier, disait Batifolle, et le travail quotidien du juriste consiste à déterminer la catégorie générale applicable à un cas concret. Et la qualification consiste à classer un contenu donné dans une catégorie impliquant un certain régime juridique, pour citer Terré dans l'influence de la volonté individuelle sur les qualifications. Ainsi, la qualification permet de saisir le réel, elle transforme le fait en droit. À la croisée du concret et de l'abstrait, du fait et du droit, la qualification incarne la science juridique par excellence. Opération élémentaire de la science juridique, elle garantit l'objectivité, la sécurité, la prévisibilité et la cohérence des solutions retenues. Mais la qualification est aussi empreinte de doute, de relativité, d'incertitude, d'artifice. Les affres de la qualification et ses bienfaits sont indissociables. Qui n'a jamais été confronté aux affres de la qualification face à une situation concrète qui ne peut être rattachée à aucune catégorie juridique existante ou face à une qualification artificielle ou inopportune? Les réalités concrètes rendent la qualification extrêmement difficile. Comment ne pas ressentir aussi les affres de la qualification lorsque le choix d'une qualification est si lourd de conséquences? La qualification va figer une réalité concrète, l'enfermer dans une catégorie, déterminer l'application d'un régime et lier son auteur. C'est un parti pris irréversible, un renoncement à la qualification opposée. Alors oui, les mêmes faits peuvent être qualifiés différemment en raison de divers facteurs, notamment les lois applicables, l'interprétation des termes juridiques, les précédents juridiques, le contexte et les arguments des parties impliquées. Sur les lois différentes, dans différents pays ou régions, les lois peuvent varier. Les mêmes faits pourraient être qualifiés différemment en fonction de la législation locale. Vérité ici, mensonge au-delà des Pyrénées. Par exemple, ce qui constitue un crime dans un pays ne peut être considéré comme tel dans un autre. Les lois utilisent souvent des termes juridiques spécifiques qui nécessitent une interprétation. L'interprétation de ces termes peut varier d'un juriste à l'autre. Par exemple, la manière dont le terme vol est interprété peut varier en fonction de la juridiction ou de la jurisprudence locale.
Les précédents juridiques, c'est-à-dire des décisions antérieures des tribunaux, peuvent influencer la qualification juridique des faits. Et si un tribunal a déjà rendu une décision dans une affaire similaire, cette décision peut être suivie comme un précédent, mais d'autres tribunaux pourraient arriver à des conclusions différentes dans des circonstances légèrement différentes. Les faits sont rarement isolés et leur qualification peut dépendre d'un contexte dans lequel ils se produisent. Par exemple, le vol peut être qualifié différemment en fonction de la manière dont il a été commis, des biens volés ou des intentions de l'auteur. Les avocats des parties impliquées dans un litige peuvent présenter des arguments différents sur la qualification des faits. Leur objectif est de persuader le tribunal de leur point de vue sur la manière dont les lois doivent être appliquées aux faits. Enfin, les lois et les jurisprudences évoluent dans le temps. Ce qui est considéré comme une qualification juridique appropriée des faits dans le passé peut ne plus être valable aujourd'hui en raison de modifications législatives et de nouvelles interprétations du droit. C'est pour cela que Hector contraint Busiris, le menaçant d'emprisonnement, à réinterpréter la réalité au bénéfice de la paix. La construction syllogique de Giraudoux est à la fois exemplaire et effrayante. Les mêmes faits interprétés différemment, selon une volonté différente, sont regardés à l'aune des règles différentes et donc qualifiés différemment. Des mêmes faits conduisent aussi bien à la guerre qu'à la paix, du moins à l'hospitalité. Le droit vecteur de paix pour Giraudoux, c'est Jean Giraudoux qui fut le pacifiste devant la montée des nationalismes des années 30, gardant en mémoire les atrocités de la Grande Guerre. Ce Jean Giraudoux qui s'oppose naturellement à Péguy, qui en 1913, contre la trop pacifiste Ligue française des droits de l'homme et du citoyen, répète « Je pense à cette formule, la paix par le droit, qui paraît si courte, si simple, si commode, si lucide. Quel enfantillage, aussitôt qu'on y pense. Le droit ne fait pas la paix, il fait la guerre. Et il n'est pas souvent fait par la guerre, mais il est encore moins souvent fait par la paix. Dès qu'un point de droit apparaît dans le monde, il est un point d'origine de guerre. Décidément, son héroïne préférée obsessionnelle, Jeannette la Lorraine, avait raison. La guerre fait la guerre à la paix, et la paix naturellement ne fait pas la guerre à la guerre. La paix laisse la paix à la paix se tue par la guerre, et la guerre ne se tue pas par la paix. Pour tuer la guerre, il faut faire la guerre. Et Péguy en a conclu que jamais l'idée de la paix à tout prix, de la paix par le droit, ou de la paix universelle, ne serait libératrice par elle seule. C'est la leçon malheureuse que Giraudoux tire avec prescience dans sa pièce. On parle toujours d'Ulysse qui revient vers Pénélope, mais au fond, peut-être qu'Ulysse en avait vraiment marre de Pénélope. C'est pour ça qu'il a fait la guerre de Troie. L'actualité de la guerre en Ukraine nous montre parfaitement cette utilisation du droit afin de conforter sa position, sinon sa légitimité belliqueuse. Le droit international a été enfreint, oui, mais par qui et à quel moment? Russes et Ukrainiens se renvoient leur droit à mener la guerre jusqu'au bout. Où l'on voit bien qu'à une multitude de faits répond une nuée de règles de droit pour une qualification toujours plus hasardeuse, mais dans l'intérêt évident de celui qui rend la justice, pourvu qu'il veuille la paix. Pas nécessairement la paix sociale, mais la paix civile, la vraie par exemple. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Il était une fois, le droit, sa vie, son œuvre.